Si c'était la fin du monde là, maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu cours, t'appelles ta mère ou est-ce que tu tentes de survivre? Le cinéma nous a montré toutes les manières dont l'humanité pourrait disparaître, 4 scénarios d'apocalypse et comment y survivre. Ouais, alors attention, on va carrément spoiler les films dont on va parler. La fin du monde dans les films de zombies. Ok, ça a mal vieilli, mais à l'époque, ça a fait peur à tout le monde. En 1968, George Romero révolutionne la pop culture avec La Nuit des Morts Vivants, le film qui a fait découvrir les zombies tels qu'on les connaît aujourd'hui dans le monde entier. Un groupe de héros se barricade dans une maison encerclée de revenants des heures durant, ils se défendent, tout le monde meurt dans d'atroces souffrances, sauf un. Au matin, il entend des coups de feu, va voir dehors en espérant trouver d'autres survivants, et se fait abattre par une milice qui le prend pour un mort-vivant. Le ton est posé. Avant Romero, les films de zombies c'était des fables sociales basées sur les croyances vaudou, avec des mecs bizarres qui contrôlent les morts pour réaliser leur but. Mais là, il y a une morale choquante, grave et sans espoir. À part quelques exceptions comme Shaun of the Dead ou World War Z, les histoires de revenants, ça finit rarement bien. Toujours sur le même pattern, un virus se propage, la société s'effondre sous une marée de morts, les héros tombent comme des mouches, certains se font infecter, d'autres se sacrifient pour permettre à leurs amis de survivre. Que ça soit par bateau ou dans le dernier wagon d'un train, ceux qui arrivent à fuir ont un avenir très incertain. La contagion est toujours là, et on n'a pas trouvé de solution pour l'arrêter. À la fin de The Crazies, le gouvernement envoie une bombe nucléaire pour raser la ville infestée de zombies. Les héros s'enfuient juste à temps, c'est la fin, mais après le générique, on voit une télé qui glitch de plus en plus avec des images d'affrontements. L'explosion n'a pas suffi, les infectés sont toujours là. C'est loin d'être le seul comme ça. 28 jours plus tard, l'un des premiers films avec des zombies qui courent se termine sur une note positive. Après un mois, les morts-vivants finissent par pourrir et sont incapables de bouger. Alors tout va bien, par contre sa suite 28 semaines plus tard, elle est bien plus pessimiste. À la fin, les héros arrivent à fuir l'Angleterre complètement infectée, l'hélicoptère traverse la Manche, la caméra s'éloigne, on est maintenant à Paris et des zombies sortent du métro devant la tour Eiffel. L'épidémie a traversé les frontières, il n'y a plus aucun endroit sûr. Le monde appartient maintenant aux zombies, c'est le concept de je suis une légende, 99% de la population a été contaminée, ceux qui ne sont pas morts sont devenus des êtres pâles, assoiffés de sang. Seul dans les rues de New York, Will Smith joue un docteur qui tente de trouver un remède en capturant des infectés. Il est sur le point d'y arriver quand soudain les monstres envahissent son labo. D'un coup, il comprend, ils sont venus récupérer leur ami. Ce ne sont plus des êtres humains, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas intelligents. Et pourtant, il en a capturé des dizaines pour faire des expériences dessus. Dans leurs yeux, c'est lui le vrai monstre. Apparemment, c'était une fin trop subtile pour Hollywood qui décide de la changer complètement. Maintenant, Will Smith se sacrifie pour permettre à d'autres survivants de s'enfuir et aller donner le remède à un camp un peu plus loin. Comme ça, c'est bon, les gentils sont bien les gentils et les méchants sont bien les méchants. Le spectateur n'est pas du tout dérangé. Piou. Mais malgré tout, l'idée de l'humanité remplacée par une autre race a fait son bout de chemin à l'écran. Dans la planète des singes, après un long voyage dans l'espace, les héros débarquent sur une planète remplie de primates. Ils se font capturer, arrivent à s'enfuir, c'est la fin, on souffle parce que tout est bien qui finit bien, jusqu'à tomber sur la statue de la liberté. Depuis le début, ils étaient sur Terre, en leur absence, l'humanité a déclenché une guerre nucléaire, et c'est les singes qui ont pris leur place. Le reboot de 2011 explore une autre piste. Dans les crédits de La planète des singes, les origines, le virus commence à se propager dans le monde entier. Mais le film n'a rien à voir avec l'original de 68, contrairement à ce que laisse penser son titre VF foireux. Depuis le Covid, c'est beaucoup plus crédible. Au début de La planète des singes, l'affrontement, c'est déjà trop tard. Les humains sont au bord de l'extinction, et c'est les singes qui dominent. Bientôt, les derniers survivants ne seront plus que des bêtes de foire pour les nouveaux maîtres de la Terre. Si c'est la fin du monde, le mieux c'est d'aller se cacher très loin, dans un bunker bien tranquille. Une fois dedans, qu'est-ce que tu fais? Internet est ton dernier moyen de communiquer, mais si on te localise, c'est la mort. Même en ligne, tu dois te protéger en devenant un vrai fantôme. C'est à ça que sert CyberGhost VPN. Cache ton IP et change ta localisation n'importe où. Les milices qui te cherchent te détectent à New York, alors qu'en vrai, t'es caché à Paris. Complètement intraçable, t'es peinard sur le web. En plus, en contrôlant les géorestrictions, t'as accès au catalogue complet
complet de Netflix, Disney+, et toutes les plateformes de streaming. En changeant ta localisation en ligne pour te connecter en Belgique, tu peux regarder la saison 2 F1 en français gratuitement depuis la chaîne RTBF belge. Le tout en quelques clics. Regarde, tu choisis un pays, tu lances et c'est parti. Rien de plus simple avec ça, tu tiens des années sans t'ennuyer. Après tout, t'as pu acheter toutes les provisions dont t'as besoin pour un moment. Pourquoi ? Parce que grâce à CyberGhost VPN, t'as pu faire des économies. Au lieu de payer Spotify plein pot, t'as mis ton IP en Argentine où il est à 1,50€. Même chose pour les voyages, t'as économisé des centaines d'euros en prenant des billets d'avion moins chers. Voilà, tu peux passer l'apocalypse tranquille, pendant que le monde brûle, tu te la coules douce. Y a pas à hésiter, en plus le service est fiable, 38 millions d'utilisateurs, 5 étoiles sur Trustpilot avec un service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Chez Trash, on a une énorme promo, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Le tout sur cet appareil, pratique pour partager en famille ou entre amis, 2€ par mois pour tout ce beau monde, qu'il soit sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, on compte sur vous pour le pilonner. La fin du monde dans les films catastrophes. Vous vous souvenez du calendrier Maya ? De la fin du monde annoncée le 21 décembre 2012 ? C'était une erreur d'interprétation, mais apparemment une personne sur 10 y a quand même cru. Plus qu'assez pour que le réalisateur d'Independence Day sente le filon et décide d'en faire un film. 791 millions de dollars au box-office, c'est l'un des plus gros succès de sa décennie. L'histoire, c'est que le cœur de la Terre se réchauffe, ça cause des séismes, des tsunamis, enfin bon bah c'est la fin du monde quoi. On y suit des héros qui font de leur mieux pour survivre, alors que Los Angeles entier s'effondre, que le Yellowstone entre en éruption, eux arrivent à s'enfuir jusqu'au Tibet pour embarquer dans un des bateaux géants. Tout le monde frôle la mort, mais à la fin, eh ben ça va. En fait, l'Afrique s'est surélevée de plusieurs milliers de mètres, donc l'humanité va pouvoir survivre. Un bon Deus Ex Machina hollywoodien comme on les aime. Alors ok, tous les pauvres sont morts, mais pas de problème, les riches, eux, ils ont acheté leur place sur le bateau, et ben ils sont sains et saufs, comme dans la vraie vie. Même This is the End, vendu comme une comédie avec tous les acteurs chauds du moment, et plus courageux. Là, c'est carrément l'apocalypse divine. Les bonnes personnes sont rappelées au ciel, les autres restent sur Terre pour se faire bouffer par les démons. Presque tout le monde meurt, et les derniers héros encore en vie arrivent à faire une ultime bonne action pour aller au paradis. Bon, là, c'est une grosse blague, hein, pas comme dans La cabane dans les bois. Le film commence comme un film d'horreur, des ados au beau milieu de la forêt se font massacrer par une force maléfique, mais on apprend qu'en fait, depuis le début, c'était une entreprise qui les torture comme sacrifice aux anciens, des dieux souterrains qui demandent des offrandes pour être apaisés. Problème, 2 des héros arrivent à survivre. Ils découvrent la vérité, s'ils ne s'entretuent pas avant le lever du soleil, alors le sacrifice aura été un échec et les dieux détruiront la terre, et eux avec. Et pourtant, ils refusent, même si ça veut dire condamner tout le monde. Maybe that's the way it should be. If you gotta kill all my friends to survive. Maybe it's time for a change. Une énorme main sort du sol, et c'est la fin. La plupart des films catastrophes sont en réalité des reflets de leur époque et des angoisses qui la traversent. Pendant la guerre froide, c'était la bombe atomique. À l'époque, on y croyait vraiment. Wargame, Miracle Mile, tout le monde avait peur que l'URSS et les USA se tirent dessus à coups de bombes nucléaires. Quand Stanley Kubrick sort Dr Folamour, il ne rassure personne. Dans le film, les membres du gouvernement sont des idiots incapables de réagir après qu'un général parano déclare la guerre à la Russie. Rien à faire, la bombe explose. Voilà, donc bon bah heureusement que c'est qu'un film. Y a pas que la guerre qui fait peur. La crise du pétrole des années 70 nous a donné Mad Max, l'intelligence artificielle Terminator, la grippe A de 2011 Contagion, et on est même en train de faire des films sur le Covid. Pourtant, en ce moment, le grand sujet, c'est l'écologie. Quelques années avant 2012, on avait déjà eu le jour d'après. 552 millions de dollars au box-office, c'est l'histoire d'un climatologue qui tente d'expliquer que le réchauffement climatique, c'est réel. Tout le monde se fout de sa gueule jusqu'à ce que les États-Unis se prennent une nouvelle ère glaciaire dans la gueule qui te tue sur place. Malgré tout, il part sauver son fils bloqué à New York, il y a de l'action, il y a du suspense, mais ça se finit bien. Le gouvernement prend les choses en main, envoie des hélicos, et le Mexique accepte d'accueillir tous les réfugiés américains, si ça c'est pas ironique. Cette happy end presque hypocrite, elle révèle une mentalité de l'époque. Oh ça va, fais pas chier, la pollution on va gérer, et puis de toute façon on plante quelques arbres, et puis c'est bon, c'est pas si grave. Au contraire, dans Wall-E, la Terre n'est plus qu'une montagne de déchets. Les humains sont partis
glander sur de grands vaisseaux en laissant absolument tout le travail à des robots. Une pure critique de notre mode de vie occidental. Alors que le monde court à sa perte, on se la coule douce et on laisse notre destin dans les mains des autres. Ce qui cause l'apocalypse, c'est nous, et une fois qu'elle est là, on n'est même pas capable d'apprendre de nos erreurs. C'est la morale de Snowpiercer. On est entré dans une nouvelle ère glaciaire, encore. Tout ce qui reste de l'humanité, c'est un train. Découpé en wagons, à l'avant c'est les riches qui se mettent bien avec du sushi et tout ce qu'il faut, et à l'arrière les pauvres qu'on nourrit avec des barres de cafards broyés. L'air de dire que même après la fin du monde, les inégalités existent toujours. Justement, une grosse inégalité, c'est nos statistiques. Presque 75% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous parce que ça nous donne de la grosse force. La fin du monde dans les films d'extraterrestres. En 1938, Orson Welles a fait peur à l'Amérique entière. Pour Halloween, le réalisateur de Citizen Kane monte une émission de radio. Ça commence comme un journal d'info classique, quand soudain, des martiens. Ils nous attaquent, on est envahis. Tout ça, c'est une blague, une fiction adaptée d'un roman, mais à l'époque, il y a des gens qui l'ont cru. En même temps, les invasions aliens, c'est un classique. Déjà, dans Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, on trouve des extraterrestres qui pourchassent les héros. Le Météore de la nuit, les tueurs de l'espace, dans les années 50, c'est la grande mode à Hollywood, des dizaines de films dans le même genre, certains moins bons. En 1953, on adapte La Guerre des mondes au cinéma. Les Martiens écrasent l'armée américaine, ils résistent même aux bombes atomiques, les vaisseaux ravagent le monde, mais d'un coup, ils tombent en panne. Tout va bien. Une voix explique en fait que les aliens se sont fait tuer par les bactéries dans notre atmosphère, inoffensif pour les terriens, mais fatal pour tout organisme extérieur. Même chose dans le reboot de 2005, les gentils survivent, la Terre est sauvée. Un Deus Ex Machina tellement gros qu'il est devenu une blague. Dans Mars Attack, les extraterrestres sont sur le point de gagner lorsqu'on se rend compte que leur cerveau explose s'ils entendent du yodel. Ok, c'est débile, mais c'est pas grave. Ce sont des films qui sont là pour nous donner de l'espoir. On les aime parce qu'ils montrent l'humanité triompher d'une menace bien plus grande qu'elle. Mais qu'est-ce qui se passe quand les aliens gagnent? Ceux de Sans un bruit sont particulièrement horribles. Rapides, agiles, avec des pattes acérées, aveugles, mais avec une ouïe redoutable. Un son et t'es mort. En même pas 3 mois, l'humanité a presque disparu. On suit une famille cachée dans une ferme au milieu de nulle part. La mère est sur le point d'accoucher quand un extraterrestre débarque. Un film d'horreur sans aucun bruit, du grand art. Après, les aliens ne sont pas toujours aussi directs. Ceux de Body Snatchers ont choisi l'infiltration. Des plantes de l'espace qui remplacent les humains dans leur sommeil. En secret, elles se multiplient jusqu'à être assez nombreuses pour prendre le pouvoir. C'est la fin de l'humanité et personne ne s'en rend compte. Dans celui de 78, quand les héros découvrent ce qu'il se passe, il est déjà trop tard. Personne ne s'en sort. On retrouve le même principe dans Le Dernier Pub avant la fin du monde. Simon Pegg et Nick Frost se rendent compte que toute leur ville a été remplacée par des robots. Ils arrivent jusqu'à leur QG, on leur explique que c'est pour leur bien, bientôt toute la Terre marchera au pas et connaîtra la paix, mais il arrive à être tellement énervant que les robots abandonnent. Le monde est en ruine, mais au moins, il reste quelques derniers vrais humains. Les aliens sympas, là pour nous mettre dans le droit chemin, c'est un autre grand classique du cinéma. Dans Prédiction, c'est même le dernier espoir de l'humanité. Nicolas Cage découvre que la Terre va bientôt être complètement annihilée par une éruption solaire. Il tente de comprendre ce qui se passe quand son fils se fait capturer par des hommes en noir. Il les suit, mais se rend compte que ce sont en fait des extraterrestres, là pour préserver la race humaine en emmenant les enfants avec eux dans l'espace. Les vaisseaux décollent alors que la Terre s'embrase. Le film est bizarre, mais la morale est assez réaliste. Pas besoin d'aliens, l'univers est très bien capable de nous éliminer. Dans Interstellar, notre planète devient stérile. Bientôt, plus personne ne pourra faire pousser quoi que ce soit. Le dernier espoir de l'humanité, Joseph Cooper, qui part en mission à travers un trou de verre pour trouver une nouvelle planète à coloniser. Ça rate, il finit aspiré au cœur d'un trou noir, mais se retrouve dans un endroit entre les dimensions. À travers le temps, il arrive à transmettre à sa fille la formule qui permettra à l'humanité de voyager dans l'espace. La Terre meurt, mais les derniers hommes survivent. Pas grâce à des aliens, mais grâce à nous. Le pouvoir a toujours été entre nos mains. La fin du monde à notre échelle. Si c'était l'apocalypse, toi, tu verrais pas grand chose. En fait, tu serais juste ce mec-là. Pas le sauveur du monde, juste un gars au hasard qui tente de survivre. Au mieux, tu pourrais être le héros du film Le Dernier Survivant, une expérience militaire qui a mal tourné, il est le dernier survivant, seul sur une planète sans vie. Mais on va pas se mentir, t'as plus de chances de finir comme le héros de Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Il vit sa vie tranquillement jusqu'à ce qu'on annonce qu'un astéroïde va détruire la Terre dans 3 semaines. Il décide d'aider sa voisine à retrouver sa famille avant
avant qu'il ne soit trop tard. En cours de route, ils tombent follement amoureux et décident de passer leurs derniers instants ensemble. C'est beau, c'est réconfortant, on connaît Steve Carell pour ses pitreries dans The Office, mais là c'est un de ses meilleurs rôles. La météorite, c'est la fin du monde par excellence. Impossible à éviter, personne à blâmer et à moins d'être Bruce Willis dans Armageddon, c'est absolument inarrêtable. C'est le contexte de Mélancolia ou Deep Impact, des films qui se concentrent sur les personnages plus que sur l'action. On n'est pas là pour sauver le monde, mais pour affronter la mort. Au revoir. Dans Final Hours, un astéroïde touche les États-Unis. L'Australie, de l'autre côté de la Terre, n'a plus qu'une journée avant d'être touchée par l'onde de choc. Au début, le héros plaque tout pour aller à la dernière fête avant la fin du monde, mais en chemin, il rencontre une petite fille. Grâce à elle, il comprend que, même à la toute fin, la vie reste importante et décide d'aller se réconcilier avec celle qu'il aime avant qu'il ne soit trop tard. Après tout, la fin du monde, c'est toujours une métaphore, une manière de concentrer les angoisses des personnages et de les forcer à agir. Et à ce jeu-là, le plus fort, c'est Don't Look Up. Il y a 100% de chance qu'on crève tous! Avec 359 millions d'heures de visionnage, c'est le deuxième film le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Une comédie satirique sur Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence qui tente de prévenir le monde qu'une comète fonce droit sur la Terre. Les médias comme le gouvernement, tout le monde s'en fiche et ne pense qu'à son propre intérêt. Même lorsqu'enfin on lance une opération pour détruire l'astéroïde, un milliardaire arrive et annule tout parce qu'on pourrait se faire de l'argent avec. Don't Look Up ne s'en cache pas, c'est une critique dure du capitalisme tout entier et un parallèle sur l'écologie. À notre manière, on a nous aussi un gros truc qui fonce vers nous, qui va nous faire mal, mais qu'on est incapable d'arrêter avec notre système actuel. Là où le film est fort, c'est qu'il est à notre niveau. On parle pas juste des astronautes, du président, on montre aussi des gens normaux, ce qu'ils en pensent et comment ils vivent cette crise existentielle. À la fin, malgré les efforts des héros, la météorite touche la surface. Pendant que les riches partent en vaisseau pour aller se faire déguster par des aliens à des années-lumière, ils partagent un dernier moment avec ceux qu'ils aiment, profitent d'un bonheur simple, se rappeler pourquoi la vie valait le coup d'être vécue. On voit l'ultime instant de la vie sur Terre, toute cette beauté qu'on aurait pu sauver, mais qu'on a laissé mourir. On ne veut pas qu'elle se réalise, car on espère que maintenant les gens les connaissent et qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs. Paradoxalement, la plupart des films dont on vous a parlé ont une fin heureuse. Malgré tout ce qu'il s'y passe, les héros arrivent à survivre et d'une manière ou d'une autre, le monde est sauvé. En tant que spectateur, c'est plus satisfaisant. On sort de la salle tranquillement en se disant que, quoi qu'il arrive, ça va aller. Mais du coup, il faut aussi apprécier les quelques films qui ont le courage d'aller jusqu'au bout et de se finir mal. Souvent, c'est eux qui ont le message le plus poignant, celui qui nous pousse à réfléchir. Merci de nous avoir écoutés, c'était Meili et Nox, à la prochaine.